Jusqu'à présent, nous avons vu des boucles d'asservissement classiques où le contrôleur mesurait la sortie du système, la comparait à la consigne, et en fonction de cette erreur, de l'écart entre la consigne et la sortie, il élaborait une commande. Maintenant, dans cette vidéo, nous allons voir d'autres types, d'autres boucles d'asservissement qui peuvent exister et qui existent très souvent dans la pratique, et notamment la boucle en cascade, l'asservissement en cascade. Pour vous expliquer ces principes, je vais suivre un exemple, un fil rouge, et dans cet exemple, je vais je vais mettre en place un correcteur qui cherche à servir la température dans un échangeur de chaleur. Et dans cette image, vous avez un énorme échangeur de chaleur qui est utilisé souvent dans les centrales électriques thermiques ou pas, mais ça peut être utilisé aussi dans d'autres industries comme tout ce qui est pétrochimie, tout ce qui est alimentaire. Très souvent vous avez des échangeurs de chaleur. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis cette image? C'est justement pour vous montrer un petit peu la taille de cet échangeur. Donc il faut imaginer que vous avez un fluide qui rentre par ici et qui sort de l'autre côté, et puis un autre fluide, par exemple le fluide qui chauffe, qui va rentrer par là et qui va ressortir par ici. Et la première chose qu'il faut imaginer en regardant cette image, c'est que l'inertie de ce système, la constante de temps ou le temps de réponse, va être extrêmement longue parce que en thermique, une constante de temps, c'est la masse multipliée par la capacité thermique. Et comme vous voyez, la taille de cet échangeur est très importante et très grande, dans ce cas-là, vous allez avoir une constante de temps thermique qui sera très importante. Et ça rajoute à la complexité de l'asservissement, comme vous le verrez un petit peu plus tard. Ça, c'est une chose. Et puis, deuxième chose, quand vous avez ici des fluides qui s'échangent de la chaleur, il y a beaucoup de paramètres qui sont perturbateurs. Donc, ce système sera assorti de beaucoup de perturbations. Donc, on va utiliser dorénavant le schéma d'un échangeur de chaleur, d'un grand échangeur de chaleur, ou ce que on va imaginer que vous avez un fluide chimique, par exemple pétrochimique, qu'on doit réchauffer, donc qui rentre de ce côté-là et qui ressort de ce côté-là, donc il est plus froid et on le réchauffe, et pour le réchauffer, on va utiliser de la vapeur d'eau par exemple, qui va rentrer par ce côté-là et va ressortir de l'autre côté en état liquide ou gazeux, cela dépend. Et pour régler la température, donc ce qui va nous intéresser, c'est de régler une température de fluide pétrochimique à sa sortie, et pour ceci, on va agir sur l'ouverture de la vanne, et cette ouverture de la vanne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous permettre de régler, d'ajuster le débit de vapeur qui passe par l'échangeur, et donc finalement sur la température de notre sortie. Donc typiquement, pour ceci, un schéma d'asservissement classique ou par rétroaction qui sera mis en place, ça serait de mesurer la sortie, donc la température à la sortie de notre échangeur, et un correcteur qui est noté ici par ce cercle, et les lettres TC veulent dire Temperature Control, donc ça c'est une notation industrielle qui est souvent utilisée. La première lettre indique la variable qui est manipulée ou mesurée ou contrôlée, et la deuxième lettre indique l'opération qui est faite. Donc ici, c'est et pour le contrôle, commande. Et dans ce cas-là, le correcteur, lui, il va mesurer la sortie, il va la comparer avec une température de consigne, et puis il va commander l'ouverture de la vanne. Donc le schéma de l'asservissement sera celui-là, dans ce cas-là, où vous avez l'échangeur de chaleur, un modèle d'échangeur de chaleur, un modèle de la vanne, et puis le contrôleur. Et donc on mesure la sortie de notre système, on la compare avec la consigne, le contrôleur va calculer une ouverture de la vanne, et la vanne elle-même, elle va, en fonction de l'ouverture et d'autres paramètres, elle va établir un débit de vapeur qui va s'écouler dans l'échangeur. Et en fonction de ce débit, la température va être impactée, la température de fluide chimique. Maintenant, très souvent,
cette vapeur, elle est générée avec un générateur de chaleur, avec une grosse bouilloire si vous voulez. Elle est générée en amont et il peut y arriver souvent que la pression de cette vapeur, elle varie dans le temps. Et donc, une des perturbations possibles dans un tel système, c'est que la pression de la vapeur en amont, elle chute, par exemple. Donc, que va-t-il se passer dans ce cas-là? En fait, essayons d'imaginer quels sont les effets mesurables qu'on aura lors d'une chute de la pression. Donc si tout est stable, tout fonctionnait à un régime établi, donc l'asservissement était déjà un régime établi, et d'un coup vous avez une perturbation qui est une chute de pression. Donc si la pression elle va chuter ici, ce qui va se passer en premier lieu, c'est que le débit de vapeur qui passe par cette vanne, si la vanne reste à la même ouverture, le débit de vapeur va diminuer. Et puis, avec le temps, après quelques heures peut-être, cette chute de débit de vapeur va entraîner une baisse de température du fluide chauffé, du fluide chimique. Donc, dans ce cas-là, donc les performances vont être faibles, puisque si on va essayer d'ajuster l'ouverture de la vanne, ce qui va se passer, c'est que effectivement la vanne va ouvrir un peu plus pour laisser davantage du débit, mais il va falloir attendre encore quelques heures avant que ce changement de débit ait un effet sur la température de la sortie. Donc la question qu'on se pose dans ce cas-là, c'est est-ce qu'il y a une relation causale entre cette perturbation, entre la commande de la vanne et une variable intermédiaire qui est le débit qui passe par cette vanne. Et dans ce cas-là, on peut se dire effectivement qu'il y a une relation causale entre l'ouverture de la vanne et le débit qui passe par ici. Et dans quel but est-ce qu'on regarde cela? L'idée est tout simplement de se dire, ok, si cette chute de pression entraîne une baisse du débit, et je peux réajuster ce débit avec l'ouverture de la vanne, donc avec ma commande, si cette variable intermédiaire qui est le débit peut être réajustée rapidement, dans ce cas-là, ne serait pas-il possible de mesurer par exemple le débit ici, et puis s'il y a une perturbation qui le fait varier ce débit, tout simplement de réajuster l'ouverture de la vanne de telle façon que le débit, même s'il chute, il se réajuste beaucoup plus rapidement que d'attendre que cette chute de débit, cette diminution de débit ait un effet sur la température du fluide à la sortie, et seulement à ce moment-là de réajuster l'ouverture de la vanne. Dans ce cas-là, une autre structure, une nouvelle structure d'asservissement qui peut être envisagée sera la suivante, où vous avez en fait deux correcteurs. Un correcteur de température qui lui, il va mesurer la température du fluide chimique à la sortie, qui va la comparer avec la consigne, et puis ce qu'il va donner, il va donner une information sur le débit de vapeur qu'on devrait avoir pour que la température à la sortie se rapproche de la consigne. Et puis un second correcteur, lui, ce qu'il va faire, il va mesurer le débit de vapeur qui passe par cette vanne, il va comparer cette mesure avec la sortie du correcteur de température, mais cette sortie du correcteur de température sera cette fois-ci une consigne pour le correcteur de débit. Et donc ce correcteur de débit va calculer à son tour la commande qui est l'ouverture de la vanne, telle que le débit dans la vanne se rapproche de la consigne qu'il reçoit, mais cette consigne qui est en fait une commande de ce correcteur-là. Donc dans ce cas-là, le schéma d'asservissement qui peut être mis en place, qui peut être mis en évidence, est le suivant, où cette fois-ci on voit apparaître deux boucles imbriquées l'une dans l'autre. Donc dans une première boucle, c'est celle que vous avez ici, c'est on mesure le débit, et ce débit-là est tout de suite comparé avec un débit de consigne qui est donné par le correcteur externe, et ce correcteur
qu'on appelle le correcteur interne, le correcteur de débit, il va tout de suite ajuster l'ouverture de la vanne de telle façon que le débit, dès qu'il est impacté par une perturbation, par exemple de pression, il se remet tout de suite ou très rapidement à sa consigne avant même qu'il arrive qu'il impacte la température à la sortie. Et puis le correcteur de température, il doit rester puisque notre objectif, notre but final, c'est de corriger, c'est de contrôler la température. Donc il faut la mesurer et il faut un correcteur de température qui ajuste, qui donne une commande de débit, et cette commande de débit, c'est en fait une consigne pour ce correcteur-là. Donc dans ce cas-là, ce que nous voyons, c'est que nous avons deux boucles imbriquées et ces boucles portent un nom. Donc ici, vous avez la boucle interne et la boucle externe. Il existe d'autres dénominations qui peuvent être employées. Par exemple, la boucle externe est ce qu'on appelle la boucle maître et la boucle interne, c'est la boucle esclave. Le maître, il donne la consigne à l'esclave, par exemple. Alors, quel est l'avantage de cela? L'avantage de cela, de cette boucle en cascade, on va la comparer, ces performances qu'on peut en obtenir par rapport à une boucle classique, simple, en rétroaction, où on n'aurait que le correcteur de température ajuste directement l'ouverture de la vanne. Que va-t-il se passer? Donc, imaginons dans cette colonne, vous êtes dans cette colonne avec un asservissement classique par rétroaction, où dans cette ligne-là, vous avez l'évolution de la température de la sortie, donc du fluide rechauffé, et dans cette ligne-là, vous avez le débit de la vanne. Donc, en gris, j'ai mis des zones où on considère que, par exemple, la température du fluide chauffé est acceptable. Je n'ai pas donné juste une consigne fixe, mais plutôt une zone, plus ou moins 1 degré par exemple. Et donc, imaginons que votre système fonctionne en régime établi, et puis à un certain moment, ici, à ce moment-là, vous avez une perturbation de pression dans la vapeur. Donc cette perturbation, elle va entraîner une chute de débit, de vapeur, mais cette chute de vapeur ne sera pas ressentie de suite à la sortie du système, puisque la température de la sortie ne change pas. Et au moment où cette température à la sortie va commencer à diminuer, c'est seulement à ce moment-là que le correcteur de température va ajuster la vanne, il va l'ouvrir davantage. Effectivement, quand il va ouvrir davantage la vanne, le débit, lui, il va augmenter. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'il va falloir attendre beaucoup de temps que cette réouverture, ce réajustement du débit ait un effet sur la température. Et donc, ici, il est très faible, très facile même d'arriver à des oscillations, puisque je vous ai souvent donné l'exemple de la douche, de l'enfant qui prend la douche. Il aura du mal à régler le mitigeur à la bonne position, puisque il ne sera pas la température à la sortie du mitigeur au bon moment. Il la sentira un petit peu plus tard quand il sort de la douchette. Donc là, vous voyez que ce qui peut se passer, c'est que la température, elle peut sortir des zones acceptables, et ici vous avez une performance non conforme. Alors que dans l'asservissement en cascade, l'asservissement que j'ai indiqué précédemment, j'ai oublié de dire que cet asservissement, cette structure porte un nom qui s'appelle schéma ou structure en cascade. Dans l'asservissement ou dans la structure en cascade, ce qui se passe, c'est que dès que vous avez la perturbation qui arrive, effectivement, le débit il va chuter rapidement, mais vu que l'on mesure le débit, le correcteur interne, le correcteur esclave va mesurer le débit, il va tout de suite réajuster l'ouverture de la vanne et sans attendre que cette diminution du débit ait un effet sur la température. Et vu que l'on ajuste le débit beaucoup plus rapidement que dans ce cas-là, même si la température à la sortie aura un effet, aura un changement
de cette perturbation plus tard, mais vu que le débit a été ajusté beaucoup plus rapidement, cet effet va se ressentir dans une moindre mesure et donc on pourra garantir des meilleures performances ou autrement dit, on pourra mieux rejeter l'effet de la perturbation puisque c'est la perturbation qui nous induit cette oscillation. Donc, essayons de voir, est-ce que cette architecture en cascade que nous venons de mettre en place, est-ce qu'elle améliore les performances par rapport à d'autres types de perturbations. Donc là, nous avons évoqué une pression qui chute, la pression de la vapeur qui chute, mais nous pouvons tout à fait avoir d'autres types de perturbations, par exemple la température de la vapeur qui chute, ou tout simplement la pression, la température du fluide que vous voulez chauffer, du fluide chimique que l'on veut chauffer, s'il va chuter, ou si la température va baisser, inévitablement la température ici elle va varier aussi. Donc la question que l'on se pose, c'est est-ce que cette architecture, on a vu qu'elle améliore les performances, elle rejette mieux une perturbation de pression, mais est-ce qu'elle le fera de même pour des perturbations de température dans la vapeur ou dans le fluide réchauffé? Et si on analyse, en fait, on voit que s'il y a une variation de la température de la vapeur, cette variation de la température, elle ne sera pas ressentie par le capteur de débit. Donc, une variation de température n'aurait pas d'effet sur le correcteur de débit. Il ne va pas réagir à ce changement de température, donc il ne pourra pas améliorer les performances de la régulation s'il y a une perturbation de température. De la même façon, si vous avez un changement de température ou de pression dans ce fluide-là, vu que l'on ne mesure pas ni la température ni le débit du fluide chimique que l'on doit chauffer, cet asservissement ne permettra pas d'améliorer les performances de la correction en présence des perturbations sur la température et la pression de ce fluide-là, puisqu'on ne mesure pas. Donc, on aura dans toutes ces situations les performances qui resteront similaires. Donc, on peut en conclure que cette architecture peut améliorer les performances uniquement par rapport à une perturbation qui est la pression. Donc, il peut mieux rejeter uniquement cette perturbation. Et dans ce cas-là, on se pose la question, on peut légitimement se poser la question, dans quel cas, est-ce qu'on pourrait, par exemple, mettre en place une autre boucle d'asservissement en cascade, mais par rapport à d'autres perturbations, et donc on se pose la question, dans quelle situation est-il possible de mettre en place un asservissement en cascade par rapport à ces perturbations-là, et est-ce que cela sera efficace avant de mettre ça en place? Et pour ceci, pour répondre à la question, est-ce que une boucle en cascade, une boucle d'asservissement en cascade sera plus efficace par rapport à une perturbation, il faut pouvoir répondre positivement, donc répondre par oui, à ces 5 questions suivantes. Alors les premières 3 questions seront simples. C'est est-ce que tout simplement, est-ce qu'il existe cette perturbation qui est importante, parce que si elle n'existe pas, pas la peine de se prendre la tête avec une boucle en cascade. Et si cette perturbation existe, est-ce que les performances, déjà les performances d'une correction classique par rétroaction sont insuffisantes, puisque si elles sont suffisantes, pas la peine pareil d'augmenter la complexité de votre régulation. Et la troisième question, c'est est-ce qu'il existe une variable secondaire qui est affectée par cette perturbation? Donc dans notre cas, c'était le débit. Mais s'il n'existe pas une variable secondaire mesurable qui est impactée par cette perturbation, dans ce cas-là, on ne pourra pas mesurer cette variable secondaire, tout simplement. Donc pour ces 3 questions, c'est plutôt facile de répondre, puisque c'est plutôt évident. Les 2 dernières questions sont un peu plus... Il faut réfléchir un peu plus, même si elles sont simples, il faut réfléchir un peu plus. Donc la 4e réponse, c'est est-ce qu'il y a une relation causale entre la commande du système et cette variable secondaire? D'accord? Donc pour notre cas, la commande c'était l'ouverture de la vanne et la variable secondaire était le débit de la vapeur.
Et il faut répondre par oui à cette question. Et puis la dernière question, c'est est-ce que la dynamique entre la commande et ou la perturbation et cette variable secondaire est plus rapide que la dynamique entre la commande et la variable de sortie, ou la perturbation et la variable de sortie. Et ceci est tout l'enjeu, euh, puisque justement nous avons pu éliminer l'effet de la perturbation beaucoup plus rapidement parce qu'on était capable de mesurer le changement de débit beaucoup plus rapidement que le changement de température. Donc on a vu l'impact de la perturbation beaucoup plus rapidement et c'est grâce à ça que l'on a pu ajuster notre ouverture de la vanne plus rapidement. Donc il faut également pouvoir répondre par oui à cette question. Et donc revenons à notre exemple où on va considérer maintenant que vous pouvez avoir des perturbations dans le débit de la vapeur, dans le débit du système, du fluide que l'on veut chauffer, puis que vous pouvez avoir des perturbations dans la température de la vapeur et des perturbations dans la température du fluide chimique que l'on veut chauffer. Donc, imaginons que aux trois premières questions, on peut répondre par oui, c'est-à-dire que oui, ces variations peuvent apparaître dans notre système, que les performances d'une boucle classique, on mesure la température et le correcteur de température va ajuster la vanne pour faire en sorte que la température du fluide à la sortie se rapproche de la consigne. Donc on va considérer que ces performances ne sont pas acceptables en présence de perturbations et qu'il existe une seconde variable qui est mesurable, une variable intermédiaire qui peut être mesurable. Donc ici la variable intermédiaire c'est le débit de la vapeur, la température de la vapeur et puis le débit. Donc on va imaginer qu'on peut mettre ici un capteur de débit de fluide chimique ou un capteur de température du fluide chimique. Donc la question c'est est-ce que je peux mettre en place, je ne sais pas, une boucle en cascade qui par exemple mesure la température à ce niveau-là et qui un second correcteur de température puisse m'améliorer les performances par rapport à cette mesure-là. Et pour ceci, donc il faut pouvoir répondre aussi par oui aux deux dernières questions. Donc à la question 4, est-ce qu'il y a une relation causale, cause à effet, entre la commande, et la commande ici c'est l'ouverture de la vanne, et la variable secondaire, c'est-à-dire soit le débit de la vapeur ou du liquide, soit la température de la vapeur ou du liquide. Et en fait, il se trouve qu'il existe une relation causale uniquement entre la vanne, l'ouverture de la vanne, et le débit ici. Si on ouvre la vanne, plus la température de la vapeur ne va pas changer. Pareil avec le débit du fluide chimique. Si on ouvre plus ou moins la vanne de la vapeur, cela ne va pas changer ni le débit de ce fluide-là, ni la température de ce fluide-là secondaire. Donc, on peut répondre par oui uniquement à cette question, uniquement à une perturbation de débit, donc de pression par exemple, sur la vapeur, mais non pas pour les autres. Donc pour la cinquième question, ça ne sert à rien de répondre par rapport au F2, T1 et T2, mais on va regarder uniquement par rapport à F1, et tout à l'heure on avait dit que la dynamique entre la vanne et le débit est beaucoup plus rapide que la dynamique entre la vanne et la température de fluide de sortie. Donc finalement, on voit que pour cet exemple, il est possible de mettre en place une boucle d'asservissement en cascade uniquement pour une perturbation de débit dans la vapeur et non pas par rapport aux autres perturbations. Encore une fois, si la commande est l'ouverture de la vanne ici. Donc la question qui peut se poser dans ce cas-là, c'est est-ce que il est toujours, quand on met en place un correcteur en cascade, est-ce que ces améliorations que l'on avait vues tout à l'heure sont uniquement par rapport à la perturbation mesurée,
Ça, c'est une chose. Et deuxième chose, c'est est-ce que finalement, il est possible de mettre des boucles d'asservissement en cascade dans des situations très limitées. Pour ceci, on va prendre un autre exemple où en fait l'échangeur de chaleur que nous avions avant, il est utilisé pour préchauffer un fluide chimique qui sera par la suite mis dans un réacteur chimique, et dans lequel aura lieu une réaction chimique. Et pour que cette réaction chimique puisse se passer dans de bonnes conditions, il faut toujours garantir une température T3 qui est à un certain niveau. Et donc, ce qu'on veut contrôler, c'est la concentration du fluide, par exemple, à la sortie de ce réacteur chimique. Donc, dans ce cas-là, on va mesurer la concentration du fluide chimique à la sortie du réacteur chimique. La concentration dans les normes, elle est notée par A. Et puis la lettre C, la deuxième lettre ici, indique que ça c'est un correcteur de concentration. Donc on va mesurer la concentration, on va la comparer avec une consigne de concentration, et ce correcteur va donner une commande sur l'ouverture de la vanne qui va permettre de chauffer plus ou moins le fluide, ou pour l'amener à une température T3 qui est bonne pour la réaction chimique. Donc ça, c'est un asservissement classique par rétroaction, où vous avez un seul correcteur qui prend une sortie, la compare avec la consigne et puis agit sur la commande. Un asservissement en cascade, dans cette situation, dans cet exemple, serait de mesurer cette température intermédiaire, justement. Dans ce cas-là, le correcteur, qu'est-ce qu'il va faire? Le correcteur de concentration, il va mesurer la concentration, il va la comparer à la consigne de concentration, et il va donner une consigne. Donc la commande de ce correcteur sera en fait une consigne au correcteur de température. Donc il va donner quelle est la température de fluide qu'on devrait avoir à ce niveau-là pour que la concentration à la sortie du réacteur chimique soit proche de la consigne. Et ce correcteur-là, à son tour, il fasse le job, qu'il ajuste l'ouverture de la vanne, de la vapeur, de telle façon que la température de ce fluide chimique à la sortie de l'échangeur approche de la température donnée en consigne, reçue en consigne, de la part de ce correcteur-là. Donc, essayons maintenant d'analyser cet asservissement. Est-ce qu'il améliore les performances par rapport aux différentes perturbations qu'on avait vues tout à l'heure? Donc, par exemple, une perturbation dans la pression de la vapeur ici. Dans ce cas-là, oui, il va améliorer. Donc, si on rajoute cette boucle en plus par rapport à une boucle classique, cette boucle supplémentaire, elle va améliorer les performances par rapport à une perturbation de pression à ce niveau-là, puisque on va détecter le changement de température beaucoup plus rapidement que le changement de concentration à la sortie. Donc, ce que j'ai oublié de dire, c'est que la réaction chimique, c'est aussi un processus qui est généralement très long. Mais est-ce que une perturbation dans la température, donc juste un moment ici, donc cette boucle améliore les performances par rapport à une rétroaction simple, mais il y a encore une possibilité d'améliorer encore ces performances. On va le voir justement tout à l'heure. Donc la deuxième question, c'est est-ce que cette boucle d'asservissement améliore les performances de la régulation s'il y a des perturbations dans la température de la vapeur? Tout à l'heure, on avait vu que ce n'était pas efficace. Mais maintenant, est-ce que ça l'est? Et en fait, la réponse est oui, ça l'est, puisque un changement de température dans la vapeur aurait un impact sur cette température-là, la sortie. Et donc, dans ce cas-là, cette variable intermédiaire, on peut la mesurer, et la dynamique entre ce changement de cette perturbation et cette variable intermédiaire est beaucoup plus rapide que la dynamique entre le changement de température et le changement de la concentration.
Donc ça, c'est une chose, c'est la 5e question. Et la 4e question, c'est est-ce qu'en changeant la commande, est-ce qu'il y a une relation causale entre la commande et cette variable intermédiaire? Et la réponse est oui. En ouvrant ou en réajustant la vanne de la vapeur, on impactera cette température intermédiaire. Donc, effectivement, dans ce cas-là, on va améliorer les performances par rapport à cette perturbation-là. De la même façon, on peut se poser la question, est-ce que ce schéma d'asservissement va améliorer les performances s'il y a des perturbations, par exemple dans la température ou dans le débit du fluide que l'on chauffe, du fluide chimique. Et en fait, s'il y a un changement de température ici, ce changement, cette perturbation de température T2 va se sentir sur cette variable intermédiaire. La dynamique elle est plus rapide entre T2 et cette température intermédiaire. Et puis, un changement ou une variation de la commande aura un effet sur la température intermédiaire que vous avez ici. Donc il y a une relation causale entre cette commande et cette température intermédiaire. Donc, même si vous avez des perturbations dans la température T2 ou le débit F2, cette boucle d'asservissement va quand même améliorer les performances par rapport à cette perturbation-là. Par contre, s'il y a une variation de la concentration à ce niveau-là, on n'aura pas forcément une amélioration puisque une ouverture du débit ici, enfin une ouverture de la vanne ici, ou un ajustement du débit de vapeur n'aura pas un impact sur la concentration du débit à la sortie. Donc on ne pourra pas changer cette variable intermédiaire puisqu'on mesure une température, on ne mesure pas une concentration. Donc ce schéma ne pourra pas améliorer les performances par rapport à cette perturbation-là. Et comme je disais tout à l'heure, donc par rapport à cette perturbation, à la perturbation de pression, on peut encore améliorer les choses, on peut aller même au-delà de ce qu'on peut obtenir avec cet asservissement. En fait, on peut combiner ce schéma d'asservissement avec le schéma précédent. C'est-à-dire, on peut rajouter encore une boucle d'asservissement interne, et dans ce schéma, donc cette boucle d'asservissement interne, c'est la boucle de correction de débit, qui va plus rapidement agir si vous avez des variations de pression de la pression de la vapeur, oui. Et donc là, vous avez en fait 3 boucles en cascade. La boucle externe, la deuxième boucle externe et la troisième boucle, la plus interne. Donc vous avez un sort de poupée russe, et en fait, il n'y a pas de limite au nombre de boucles en cascade. Vous pouvez mettre autant de boucles que vous pouvez imaginer, ou qui sont utiles à votre schéma d'asservissement. Et sachez que pour des systèmes industriels, très souvent, surtout dans l'industrie pétrochimique ou dans l'industrie agroalimentaire, vous avez des boucles en cascade, très souvent beaucoup de boucles impliquées. Et c'est exactement la logique pourquoi est-ce qu'elles sont là, parce qu'elles permettent d'éliminer mieux les perturbations sur votre asservissement. Nous avons vu un premier intérêt à mettre en place des asservissements en cascade. Ce n'est pas le seul intérêt. Un deuxième exemple est lorsque vous voulez linéariser ou lorsque vous avez des éléments non linéaires dans votre chaîne d'actionnement. Donc par exemple, ici, vous avez l'image d'une vanne. Alors, une vanne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va ouvrir ou fermer la vanne pour régler le débit. Et en fait, si vous avez un peu de connaissances sur le débit, la pression dans une vanne, ce que vous devriez savoir, c'est que la relation entre l'ouverture de la vanne ou la différence de pression et le débit qui passe, qui est une relation qui est non linéaire. C'est une relation statique mais non linéaire. Donc par exemple, elle peut être quadratique comme ici, comme ce que vous avez ici. Mais ça dépend beaucoup aussi du type de siège que vous avez à cette vanne. Donc en gros, la vanne, vous allez, avec un signal, que ce soit une pression par exemple ou un moteur, vous allez
ajuster la position de cette tige du clapet qui va se surélever par rapport à son siège, et donc l'air de passage va être modulé, et ça va moduler en fait le débit de passage. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous avez des caractéristiques non linéaires, des caractéristiques statiques non linéaires entre le pourcentage d'ouverture de la vanne et puis le débit, vous pouvez en fait mettre un élément non linéaire mais inversé par rapport à cette caractéristique là, qui fait que le produit des deux vous donne une caractéristique linéaire, comme ici. Donc entre le pourcentage, par exemple le signal de commande et le débit qui sort, bah, le produit, finalement vous allez avoir le produit des deux, comme vous avez ici. Vous avez une conduite avec un robinet. Ce robinet est commandé par un correcteur de débit, donc on mesure le débit. Le correcteur de débit, au lieu de donner la commande directement sur la vanne, bah, ce qui va se passer, on va passer cette commande par une non-linéarité inverse de la caractéristique statique de la vanne, et dans ce cas-là, le produit de la caractéristique non-linéaire statique de la vanne et cette non-linéarité-là inverse donne que le produit des deux, c'est une fonction statique linéaire. Et dans ce cas-là, on peut appliquer la théorie des systèmes linéaires pour calculer ce correcteur. Donc, ça, c'est simple à faire. Cependant, pour ce type de correcteur, vous avez d'autres non-linéarités qui ne peuvent pas être modélisées aussi simplement comme ici avec des caractéristiques statiques. Un des soucis, par exemple, les plus souvent présents dans les vannes de régulation, c'est que vous pouvez avoir des sortes d'hystérèse, des sortes de jeux ou des zones d'insensibilité. Et dans ce cas-là, cette caractéristique-là n'est pas simple à inverser, n'est pas possible à inverser comme dans ce cas-là. Et ce qui est le plus souvent fait pour régler ce problème de non-linéarité, c'est justement de rajouter une boucle interne. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire cette boucle interne, par exemple, pour cet exemple? Dans ce cas-là, ce qu'elle va faire, c'est la chose suivante. Donc, ce correcteur-là, ou plutôt ici dans ce cas-là, ce correcteur de débit, au lieu de donner le pourcentage d'ouverture de la vanne, il va nous donner plutôt la position qu'on devrait avoir du clapet. Et ensuite, une boucle interne dans la vanne, une boucle locale, qui mesure la position de ce clapet, qui le compare. Donc on mesure Z, c'est la position verticale du clapet, on la compare avec la consigne donnée par le correcteur du débit, et ce correcteur, à son tour, il va réajuster la commande, par exemple la pression du gaz qui vient ici, ou la commande du moteur, pour que la position de ce clapet vienne exactement à l'endroit demandé par le correcteur maître. Donc, si cette dynamique est plus rapide que la dynamique de la boucle externe, dans ce cas-là, l'ensemble de ça et de ce correcteur et de cette vanne vont permettre à linéariser, à gommer, si vous voulez, plus rapidement cette caractéristique non linéaire, et donc vu par le correcteur externe qui est plus lent, vu depuis ce correcteur là, tout ce qui suit sera vu comme linéaire. Donc ce correcteur en cascade mis dans la boucle interne, à condition qu'il soit plus rapide, il peut linéariser des éléments non linéaires. Donc ça, c'est un deuxième exemple où la régulation en cascade peut être intéressante. C'est pour linéariser des organes non linéaires, et c'est plutôt des boucles locales qui sont implémentées. Il existe d'autres intérêts qu'on peut trouver à la régulation en cascade. Je ne vais pas en parler dans cet exposé. Je vais plutôt me concentrer maintenant sur la manière d'accorder les correcteurs dans cette situation. Donc là, ce que vous avez finalement deux correcteurs au lieu d'un, puisque vous avez deux boucles, la boucle interne ou esclave et la boucle externe ou maître, et vous avez donc deux correcteurs associés. La question qui se pose, c'est comment est-ce qu'il faut calculer ces deux correcteurs? Y a-t-il des techniques particulières? Y a-t-il des considérations particulières à prendre? Eh bien, en fait,
ce qui se passe, c'est que l'objectif de cette boucle interne, c'est quoi? L'objectif de cette boucle interne, c'est de réagir le plus rapidement possible et réajuster cette variable secondaire de telle façon que euh, on, on rejette rapidement l'effet de la perturbation. Donc le signal D ici que vous avez, c'est la perturbation, ou disturbance en anglais. Donc le seul objectif de cette boucle interne, c'est d'être rapide. Et dans ce cas-là, ce qu'on va lui demander, c'est beaucoup plus de rapidité à cette boucle interne par rapport à la boucle externe. On ne va pas chercher de la précision dans cette boucle interne, puisque on n'est pas, c'est pas qu'on n'est pas intéressé, mais on n'est pas, c'est pas un souci si Y2 ne suit pas exactement U1. Le correcteur C1, c'est son objectif, c'est lui qui va réajuster U2 pour que Y2 suive U2. Mais la précision n'est pas la chose primordiale ici. Notre précision qui nous intéresse, c'est que finalement, que ce soit Y1 qui se rapproche de Y1 étoile de sa consigne, et non pas Y2, non pas la variable secondaire. Donc, c'est la rapidité qui va être importante ici, et puis bien évidemment la stabilité, puisqu'on ne voudrait pas que cette boucle interne devienne instable. Donc la stabilité, c'est aussi quelque chose qui sera regardé pour la boucle interne. Maintenant, pour la boucle externe, quant à elle, ce qui va nous intéresser, c'est le set de performance, de critères de performance qui sera imposé par le client. Lui, typiquement, il peut vouloir de la précision, il peut vouloir de la rapidité ou bien évidemment de la stabilité. Donc pour le correcteur C1, on va prendre en compte tous les critères de performance demandés par le client. Et dans ce cas-là, il existe différentes stratégies de calculer C1 et C2. Je vais présenter plutôt la stratégie où on commence par le calcul du correcteur le plus interne, le plus intérieur, et en allant vers l'extérieur. Donc pour calculer ces deux, comme je disais, on s'impose nous-mêmes une rapidité plus grande que celle de la boucle externe, et ce qui se fait couramment, c'est d'imposer pour la boucle interne une rapidité qui est 10 fois la rapidité de la boucle externe. Et pour calculer, et puis une stabilité, typiquement on essaie de garder ici un minimum de marge de phase, par exemple 45, 60 degrés, ça dépend de l'application. Et par exemple pour la rapidité, ce qu'on avait vu, c'était que il fallait mettre en place, enfin, la rapidité, l'image de la rapidité, c'était la fréquence de coupure à 0 décibel. Donc, typiquement, on peut s'imposer une fréquence de coupure à 0 décibel dans cette boucle ouverte, qui est représentée par le produit entre C2 et F2. On peut s'imposer une rapidité typiquement 10 fois plus grande, une fréquence de coupure 10 fois plus grande dans cette boucle-là que dans la boucle externe, dans la boucle demandée par le client. Et pour calculer le correcteur C2, on peut faire appel à toutes les méthodes d'asservissement, de régulation ou de calcul du correcteur que vous avez vu auparavant. Donc les méthodes fréquentielles, les méthodes comme la régulation, l'accordage par le lieu d'Evans ou autres méthodes. Donc tout s'applique, toutes les méthodes sont valables dans ce cas-là. Donc une fois que nous avons calculé le correcteur C2, ce que l'on peut faire, c'est oublier que cette perturbation existe. Donc on fait comme si elle n'y était pas. On calcule la fonction de transfert équivalente de cette boucle fermée antérieure, interne. Et la fonction de transfert d'une boucle fermée, vous avez vu comment on le fait, c'est la chaîne directe divisée par 1 plus la boucle ouverte. Mais puisque le retour est unitaire, ça serait la même chose que chaîne directe divisée par 1 plus la boucle ouverte. Et donc on remplace cette boucle interne par sa fonction de transfert équivalente, c'est-à-dire celle-ci, et vu que C2 on le connaît maintenant, il est calculé, F2 ça fait partie du système, donc notre système à contrôler il est formé de F2 et F1,
connecté de cette façon-là et la perturbation qui arrive par ici. Et donc dans ce cas-là, le système à contrôler par le correcteur C1, il sera le produit de cette fonction de transfert équivalente là et de cette fonction de transfert là. Vu que F1 ça représente le système, cette fonction de transfert équivalente elle représente la boucle interne, mais on connaît cette fonction de transfert puisque C2 on l'a calculé, on connaît quelle est la fonction de transfert entre U1 et Y1 puisque c'est le produit de ces deux fonctions-là. Et dans ce cas-là, C2 sera calculé en considérant que la boucle ouverte c'est C1 fois cette fonction de transfert-là fois F1. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple d'un procédé chimique où vous avez par exemple U qui est la commande de ce procédé chimique et puis ce procédé chimique ou tout simplement l'exemple de tout à l'heure d'échangeur de chaleur où vous avez le modèle entre l'ouverture de la vanne et puis le débit qui passe. Là, vous avez une perturbation de débit et ici, vous avez la partie commande, enfin la partie modèle de l'échangeur proprement dit. Donc entre le débit de vapeur et la température du signal de sortie, donc la température du fluide chimique. Ce que j'ai fait, ce que j'ai imposé ici, avec une régulation classique, par rétroaction, je me suis imposé un cahier de charge qui est le suivant. Donc j'ai imposé une erreur de position nulle, c'est-à-dire que si Y1 aura une consigne de type échelon, je voudrais que la sortie, donc la température de la sortie, un régime établi, s'aligne sur cette consigne, donc erreur de position nulle. Et puis je voudrais que ce système soit très stable, donc je me suis imposé une marge de phase de 60 degrés. Avec ces deux critères de performance, j'ai calculé un correcteur. Par exemple, ici j'ai calculé un correcteur de type PID, proportionnel intégral dérivatif, réalisable, j'ai rajouté un pôle en plus, qui m'a permis d'obtenir ces critères de performance en boucle fermée. Et donc ici, vous avez la réponse du système Y1 à une entrée de type échelon pour Y1 étoile, donc pour la consigne, j'ai donné une consigne de 1, et donc on voit que la réponse du système, effectivement, elle s'aligne à un régime établi à 1. On remarque au passage que là vous avez, pendant un bon moment, il n'y a rien qui se passe, et c'est justement dû au fait que là vous avez un retard pur, vous avez cette exponentielle de moins 20p, ce qui voudrait dire que la sortie changera uniquement après au minimum 20 secondes suite à un changement de cette entrée-là. Et donc ce retard pur, on le remarque ici. D'accord ? Et donc on voit effectivement que le système est relativement stable, donc il y a un tout petit dépassement, et que l'erreur de position elle est effectivement nulle. Et puis à un moment donné, donc à peu près un peu moins de 300 secondes, ce que j'ai fait, j'ai introduit un échelon sur la perturbation, donc D qui a évolué aussi comme un échelon. Et ce que l'on voit, c'est que dans le cas où vous avez cet échelon-là, la perturbation fait que la température à la sortie aura une déviation très importante, vous voyez, de presque 100% par rapport à la consigne. Donc ça c'est une déviation très importante, dans la plupart des cas ça passe pas, c'est une déviation trop importante. Donc ici, comme on voit que la dynamique entre la commande et la variable secondaire est beaucoup plus rapide que la dynamique entre la commande et la sortie, on peut légitimement se poser la question, est-ce que dans ce cas-là, une boucle en cascade n'est pas optimale, n'est pas envisageable? La réponse est oui, bien évidemment. On peut mettre en place une boucle d'asservissement en cascade. Et la manière dont je l'ai fait, c'est la manière suivante. J'ai vu que, en fait, pour cette boucle externe, on avait une rapidité avec ce contrôleur. J'avais une rapidité, une fréquence de coupure à 0 décibel d'à peu près 0,25 radians par seconde dans la boucle verte. Donc ce que j'ai fait, je me suis imposé,
j'ai imposé une boucle interne d'abord, on la voit ici, et puis une boucle externe. D'accord? Et dans cette boucle interne, je me suis imposé d'abord une marge de phase de minimum 60 degrés et puis une rapidité telle que la fréquence de coupure à 0 décibel de cette boucle interne soit égale, enfin de la boucle ouverte interne, soit égale à 2,5 radians par seconde, c'est-à-dire 10 fois plus grande que la fréquence de coupure à 0 décibel qu'on avait ici en boucle ouverte. Et pour ceci, je ne me suis pas imposé de performance d'erreur. Là, je n'avais pas imposé une erreur de position nulle. Et j'ai pu, en analysant la boucle ouverte, j'ai pu choisir juste un correcteur purement proportionnel pour respecter ce cahier de charge pour la boucle interne. Donc avec un proportionnel, j'arrivais en même temps à avoir une fréquence de coupure de 2,5 radians et une marge de phase de 60 degrés. Un correcteur proportionnel suffisait, donc il est plus simple que le correcteur que vous aviez avant. En faisant la boucle, en fermant la boucle, je calculais la fonction de transfert équivalente de cette boucle fermée, et puis j'ai recalculé ce correcteur-là en m'imposant le même cahier de charge, c'est-à-dire erreur de position nulle et marge de phase de 60 degrés, pour calculer ce correcteur-là. Et j'ai remarqué qu'un correcteur purement proportionnel intégral suffisait. Il n'a pas fallu aller vers un correcteur PID, proportionnel intégral et dérivé. Et donc j'ai réussi, avec deux correcteurs un peu plus simples que celui-là, j'ai réussi à obtenir le même set de performance pour la boucle ouverte. Analysons maintenant les résultats qu'on a obtenus avec cette boucle en cascade. Donc pour les résultats par rapport à la consigne, on voit qu'il n'y a pas de différence notable entre les deux. Donc la réponse à la consigne est similaire dans les deux cas. Et c'est logique puisque je me suis imposé le même set de performance pour la boucle externe. Donc là, il n'y a pas de surprise. Cependant, lorsque vous avez l'apparition de la perturbation, à cet instant-là, la boucle d'asservissement en cascade a pu réagir beaucoup plus rapidement puisque Y2 a changé de suite dès qu'il y a eu l'apparition de la perturbation, Y2 a changé et donc ce correcteur a pu réajuster la commande U2 dès l'apparition de cette perturbation et il n'a pas attendu que cette perturbation soit transmise jusqu'à la sortie et seulement après qu'on réagisse, que par exemple ce correcteur simple réagisse par rapport à cette perturbation. Donc là, comme vous le voyez, cette boucle en cascade a pu régler ou rejeter l'effet de la perturbation beaucoup plus efficacement que dans un asservissement classique simple. Voilà donc comment est-ce qu'on peut d'abord se décider si un asservissement en cascade est-il intéressant pour rejeter telle ou telle performance, telle ou telle perturbation, et puis comment il faut s'y prendre pour calculer un correcteur en cascade, ou les deux correcteurs en cascade.